Donc, effectivement, ce qu'on essaie de faire, d'introduire des méthodes d'apprentissage numérique dans des outils médicaux qui sont déjà existants et déjà déployés en clinique, de neurostimulation. Donc, la neurostimulation euh, est un, euh, est un outil qui est utilisé pour une variété d'indications cliniques. Certains, comme la maladie de Parkinson, nécessitent des implantations invasives dans le profond du cerveau, dans la moelle épinière pour des douleurs chroniques. Il y a aussi des applications moins invasives. En général, tous les outils médicaux qui utilisent la neurostimulation sont assez simples. Euh, la stimulation est envoyée d'une façon qui ne change pas avec les temps, qui ne change pas, qui est difficile à mettre à point pour chaque usager. Ce que nous, on essaie de faire est de déterminer comment on peut évaluer les effets immédiatement d'une neurostimulation envoyée à un patient, puis utiliser de l'apprentissage numérique. En particulier, on utilise de l'optimisation bayésienne basée sur des processus gaussiens. Améliorer théoriquement ce qui existe déjà dans la littérature de l'apprentissage bayésien pour répondre à des questions cliniques plus pertinentes, puis fermer la boucle entre stimulation, évaluation et apprentissage. C'est là, dans le fond, prendre la forme d'un software d'aide à décision clinique pour le clinicien qui doit programmer l'appareil de neurostimulation. Donc, effectivement, non seulement moi, mais aussi mon startup NeuroDrive supporté par Vivado à travers le programme Entrepreneur Postdoc. Et aujourd'hui, toutes les travaux que je présente sont aussi en preprint, donc disponibles online. On a du code et des données si vous voulez voir dans le fond et tester avec vous-même ces techniques. Donc, ici, je parlais de neurostimulation, mais pour vous donner une idée, plus de 10 000 personnes par année avec une maladie de Parkinson ou tremor essentiel, dépression majeure, toute une série d'indications cliniques reçoivent des électrodes dans le profond de leur cerveau qui sont contrôlés par des espèces de pacemakers qui sont implantés dans le chest. Puis les pacemakers sont activés quand la personne a des symptômes de la maladie et ça aide à diminuer l'effet de la maladie. La même chose pour la douleur chronique. L'implantation peut être dans ce cas-là dans la moelle épinière. Il y a plus de 50 000 implants par an pour la douleur chronique. On a aussi des outils de neurostimulation pour la réadaptation. Comme vous pouvez imaginer, la stimulation musculaire est le plus fréquent. Non invasif, par exemple. Dans ce cas-là, c'est l'outil qui est particulièrement difficile de faire et pour un clinicien. Imaginez que vous contrôler une grille d'électrodes comme celui-là qui est montré ici dans la photo, quand il n'a même pas les temps de préparer. C'est tous les temps de préparation de l'entraînement, c'est tout le temps qui t'a perdu dans le fond pour les patients pour la réadaptation. Les cliniciens travaillent avec des temps très courts. Et c'est très difficile, dans le fond, de pouvoir utiliser des stimulations complexes qui pourraient peut-être aider mieux la motricité. Donc, en fait, en regardant le futur des interfaces cerveau-machine, on parle de dizaines de milliers des canaux sont déjà implantés dans le cerveau des études chez l'animal. Mais est-ce qu'on arrivera à pouvoir utiliser une telle amplitude, une telle variété de contacts, par exemple, quand on veut faire une interface avec le cerveau? C'est sûr que ça ne peut pas se faire d'une façon manuelle, mais tout ce qui fait aujourd'hui est toujours optimisé de façon manuelle. Donc, une autre approche est d'utiliser l'apprentissage automatique. Quand on parle normalement de médecine précision, on parle souvent de imagerie, de sélection des patients, de personnalisation pour les patients, mais jamais dans le cadre en réel, le contrôle de la neurostimulation. C'est là qu'on veut rentrer. Notre travail, c'est fait chez l'animal. Notamment, on a commencé avec les rats, puis on essaie d'optimiser la stimulation du cerveau, de la moelle épinière pour la motricité de cet animal, avec des inputs qui sont à plusieurs dimensions. Donc,
souvent, on peut faire un choix de différentes fréquences de stimulation, de timing, la durée de la stimulation. Il y a plusieurs paramètres qui sont ouverts, qui sont disponibles, mais on doit choisir optimiser. Puis l'optimisation bayésienne permet d'évidencier une trade-off entre exploration et exploitation. Donc, on peut explorer l'espace de tous ces paramètres, mais aussi décider à un certain moment de converger dans une région de cet espace qui est optimale pour donner la thérapie. Et à travers ces interfaces, on peut contrôler une variété de mouvements. Donc, un exemple ici, chez les primates non humains, comme à travers la simulation du cerveau, on peut obtenir un mouvement d'extension ou un mouvement de flexion de poignet. On peut aussi faire les mêmes expériences chez les races, c'est que je montrerai aujourd'hui. Le contrôle de la jambe, on peut contrôler sélectivement différents mouvements. Et l'objectif ici est d'aller retrouver dans l'espace des paramètres c'est quoi la représentation selon le paramètre de certains mouvements qui nous intéressent. Donc, par exemple, si la réalité de cette carte bidimensionnelle des paramètres, vous pouvez imaginer un espace XY ou comme une position physique d'une électrode dans le cortex moteur de l'animal. On pourrait aussi imaginer une fréquence et amplitude de stimulation ou n'importe quel deux paramètres. C'est que l'optimisation bayésienne essaie de faire est de aller proposer des queries dans cet espace, puis essayer de l'écarter. Au début, on va faire une recherche plutôt large, puis va se focaliser plus tard dans dans des zones d'intérêt où on pourrait trouver une solution optimale. Après, nous allons chercher de temps en temps des tests sporadiques ailleurs pour s'assurer qu'on n'a pas trouvé juste un local optimum, mais plutôt quelque chose qui est globalement optimal. Converger à un certain moment quand tu es décidé qu'on devrait régulariser l'intervention. Et OK, c'est bon, on va utiliser ça sur un set de paramètres qui semble optimal pour l'usager. Entre-temps, l'algorithme est en train d'estimer une carte qui devrait représenter la réalité de la performance de ce set de paramètres. Et il utilise aussi une carte parallèle d'incertitude. Donc, il mélange la connaissance de l'incertitude pour trouver c'est quoi la position optimale. C'est qu'un avantage aussi de l'approche est qu'elle est assez transparente par rapport à la représentation de la connaissance et la représentation et ce qu'on offre en retour au clinicien ou l'expert une fois avoir roulé le processus, parce que, en différence d'un réseau neural, par exemple, il est toujours difficile d'injecter ou d'extraire de la connaissance, de l'interpréter, c'est que le réseau neural comprend le système. Ici, cette information est disponible d'une façon très transparente, c'est injecté et extrait d'une façon transparente. Donc, on peut proposer une connaissance précédente à l'algorithme et on peut extraire à la fin c'est quoi l'opinion de l'algorithme sur la connaissance globale de cet paramètre. Nous avons donc, on a un trade-off entre exploration et exploitation. Et ce qui est intéressant, c'est que cet algorithme est bon soit dans l'exploration, soit dans l'exploitation en même temps. C'est un avantage par rapport non seulement à une recherche random de paramètres, mais aussi de recherches un peu plus cliniquement relevantes, comme des recherches plus greedy, qui sont des algorithmes typiquement mis en place par le clinicien quand il cherche de trouver les paramètres idéaux de neurostimulation. Pour vous donner une idée de comment ça fonctionne chez l'animal, ici, nous avons un rat avec un foot drop, donc une petite lésion en moelle épinière qui cause un traînement de la patte gauche. L'objectif ici est de maximiser l'auteur de ces mouvements. Donc, on est capable de traquer la position du pied en temps réel. Et à chaque pas, nous avons envoyé une stimulation du cortex moteur. Les paramètres de cette stimulation vont changer à chaque pas. Donc, on stimule, on voit l'effet, on cartographie l'effet sur les deux paramètres qu'on veut optimiser et on continue itérativement à choisir de nouveaux paramètres. Au début, la stimulation n'est pas efficace. On est dans des endroits random qui ne posent pas vraiment d'avantage. Mais à un certain moment, l'algorithme se rend compte que dans une certaine zone de l'espace de ces deux paramètres, il y a
quelque chose de peut-être plus intéressant, qui finalement va converger dans un site spécifique ici, où le mouvement est optimisé. Donc, pour avoir la stimulation random n'est pas une mesure de lever la patte, alors qu'une simulation optimisée présente une flexion améliorée et abolit les fauteurs. On a appliqué aussi ces informations à la stimulation spinale dans un set de 4 dimensions et avec des résultats similaires. Donc, l'algorithme est capable de déterminer non seulement les sites les sites idéaux pour stimuler, mais aussi c'est quoi les timings idéaux, la fréquence, la durée de stimulation. Donc, il s'applique à plusieurs paramètres en même temps. Je pense que je viens de passer les 10 minutes, donc je m'arrête ici. Oui. Si vous avez des questions.